proposition 2020 de, de la programmation Horizon 2020 du défi sociétal santé. Donc aujourd'hui, nous vous présentons les calls ouverts sur les priorités 1.2 ainsi que sur la priorité 1.4. Donc nous sommes deux personnes, donc moi-même, Valérie Andeler, donc je suis basée à Montpellier au CHU, je suis point de contact national santé référente des établissements hospitaliers, et Isabelle à Toulouse, Oui, si tu peux te présenter. oui, bonjour, Isabelle Save. Je travaille au CNRS à Toulouse, à développer la coopération internationale des labos de biologie. Voilà. Donc je vous parlerai plus de la priorité 2 pour ma part aujourd'hui. Voilà, donc on vous remercie de vous être connectés. Donc ce webinaire va être, les slides seront disponibles assez rapidement et ensuite l'enregistrement lui-même sera disponible également sur le site du PCN. Donc, pour introduire le sujet très rapidement, on reviendra sur les règles de participation, éligibilité, coopération internationale, Brexit et budget. Comme je vous le disais au tout début, donc nous présentons les appels ouverts à candidature pour les priorités 1.2 et 1.4. Donc, on ne parlera pas aujourd'hui cependant de deux appels à proposition qui sont le BHC 08 et le BHC 24 qui sont en italique sur cette slide, puisque ce sont des calls en deux étapes, que la première étape, la deadline de la première étape est le 24 septembre, donc dans quelques jours, et que on n'est pas du tout dans une période où on peut anticiper la formation d'un consortium pour ces calls-là, les consortia étant déjà bien ficelés et prêts à être déposés la semaine prochaine. Donc en termes de règles de participation, pour rappeler toujours en fait les règles générales, c'est que donc les consortia pour les projets collaboratifs à déposer sur ces appels à propositions doivent être composés au minimum de 3 entités légales issues de 3 États membres ou États associés différents de la Commission européenne. Toute entité légale peut participer, donc des associations, bien sûr des centres de recherche, des institutions de recherche, des PME, des industries, mais aussi bien des fondations, des associations de patients, des agences réglementaires. Toute entité légale donc peut participer. Et les entités sont financées dès lors qu'elles sont établies dans un État membre ou un État associé. Donc dans les États associés, vous en avez un certain nombre, dont les plus connus, la Suisse, Israël, avec lesquels on travaille directement, Norvège, Islande. Et vous avez en fait, en cliquant sur le lien, en fait toute la liste de ces États associés. À noter aussi l'exception unique au défi santé pour Horizon 2020, c'est que donc les ressortissants, les équipes des États-Unis peuvent être financés dans ce programme sur la base donc d'un accord réciproque avec le NIH, puisque toute entité de l'Europe peut prétendre à un financement du NIH. Le cas spécifique de la Grande-Bretagne, on est, comme vous, attentif en fait à ce qui se passe en direct avec nos amis du Royaume-Uni. Euh, voilà. Ensuite, pour les États tiers, certains pays peuvent être financés. Donc, il y a une liste qui est jointe également et qui permet en fait à un très grand nombre d'États tiers de participer et d'être financés sur le programme. Donc, juste pour illustrer le fait que la Commission européenne accorde une grande importance à la coopération internationale, il y a des lignes spécifiques qui sont ouvertes à la coopération internationale. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais cependant, dans tous les projets qu'on va vous présenter ce matin, enfin tous les appels que l'on va présenter ce matin, les pays, États membres, États associés et pays tiers et USA sont les bienvenus pour répondre. Ensuite, en dehors de tous ces pays-là, il y a aussi des mécanismes avec certains pays tiers, hein, comme Australie, Brésil, Canada, Chine, Japon, Corée, Russie, pour en fait permettre le financement également, en tout cas la participation de ressortissants de ces pays, de ces autres pays tiers dans le dispositif.
Donc, dès lors que vous avez une collaboration qui existe déjà avec un de ces pays et que la participation de cette entité est tout à fait justifiée dans le projet, il y a toujours il y a peut-être un moyen de financer l'entité ou bien de trouver une possibilité de le faire financer par son propre pays. Il faut à ce moment-là lire les fiches qui sont associées à chacun des pays là dans ce slide, ou bien nous communiquer, nous en tant que PCN, et on vous transférera avec des liens au ministère de personnes qui s'occupent exclusivement des relations donc avec tous les pays du monde. Voilà, donc certains calls sont vraiment spécifiques à certains pays. Il y avait par le passé des calls, enfin, dans l'appel précédent, il y avait un call spécifique Japon, quelquefois spécifique donc avec les pays d'Afrique. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on parlera de manière générale. Pour le Brexit, évidemment, nous avons tous encore les yeux rivés sur le 31 octobre prochain, sachant qu'avec les récentes informations et actualités que l'on suit tous de très près, on a vraiment très très peu de visibilité. Tout ce qu'on sait, c'est que si l'Angleterre en fait sort sans deal, tous les consortia existants qui contenaient donc qui étaient trois comprenant un partenaire britannique seront remis en cause. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on recommande de toute façon que les propositions soient déposées. Si par hasard vous êtes que trois partenaires, il ne faut pas que le troisième soit UK. Il faudrait que ce soit un quatrième. Donc rien n'empêche aujourd'hui, bien sûr, que vous postuliez avec des partenaires du Royaume-Uni, mais il ne faut pas que ce soit le troisième. Il faut qu'il y ait d'autres partenaires de d'autres États membres, de manière à ce que, éventuellement, s'il n'y a pas de deal, le partenaire britannique, l'absence de partenaire britannique, l'exclusion en fait, du partenaire britannique dans le projet en question, en cas de no deal, ne ferait pas tomber le projet. À ce moment-là, dans tous les cas, le gouvernement britannique prévoirait qu'il y ait un financement pour ces entités. Mais tout ça, c'est très très flou aujourd'hui, vous le savez très bien. Donc, on continue, on avance. Les équipes britanniques sont de très haut niveau et la Commission européenne nous a bien dit de continuer à travailler avec ces chercheurs qui n'y sont pour rien dans cette situation. Juste pour vous dire qu'au niveau des questions, vous pouvez donc poser des questions par le chat, mais on pourra réserver en fait deux temps de réponse en fait, l'une après la présentation des calls de la priorité 1-2 et ensuite une autre à l'issue de la présentation des priorités 1-4. Donc en termes de budget, en cette fin de Horizon 2020, on a des budgets assez conséquents, donc dans les 700 millions, 600 millions d'euros, plus de 600 millions d'euros pour la dernière période. Il faut savoir aussi que dans les calls finalement du dernier tour, une partie de fonds de IMI qui n'avait pas été consommée finalement par IMI nous a été reversée. Donc c'est très très intéressant en termes de budget, puisque finalement, les calls qu'on va vous présenter ce matin, quelquefois, attendent une ou deux propositions. C'est vrai que ça pourrait décourager certains de se dire une ou deux propositions acceptées à l'échelle européenne, c'est pas beaucoup, mais si les projets sont bons, la Commission européenne se réserve toujours la possibilité par vase communicant, de mettre un peu plus de budget sur des lignes et de financer des projets qui sont prometteurs. En termes de structure du programme 2018-2020, vous le connaissez certainement maintenant. Nous avons donc ce premier appel sur tout ce qui est croissance, développement durable des systèmes de santé. Donc c'est là-dedans que nous allons présenter ces priorités. Donc non, c'est le 1-2 et le 1-4, excusez-moi pour la barre verte qui est mal placée.
Les calls 2 et 3, donc on n'en parle pas aujourd'hui, pas ce matin. Il y a aussi des appels qui seront présentés, qui ont déjà été présentés sur des webinaires précédents. Sachant que cet après-midi, justement, il y aura une présentation donc, de cette priorité 1.6. Au niveau des actions qui sont financées sur les calls que nous allons vous présenter ce matin, nous avons des RIA et des CSA. Ce sont toujours des projets collaboratifs dans lesquels chaque équipe apporte son expertise pour un projet dont les résultats seront exploités en commun. Des RIA sont des actions donc, de recherche et d'innovation, de la recherche fondamentale ou appliquée, développement et intégration de technologies. Le taux de financement, bien sûr, enfin pour les entités, est de 100% et en général, les projets durent entre 3 et 5 ans. En général, ce sont des projets où on va avoir autour de 12 partenaires, une douzaine de partenaires, mais quelquefois plus, quelquefois moins, bien sûr. Ensuite, les CSA, qui sont des actions de coordination et de soutien, ne visent pas des actions de recherche. Par contre, ce sont des actions intéressantes puisque elles vont préfigurer les futurs calls à venir dans la prochaine programmation. Donc, ce sont des actions où on ne finance pas la recherche. La durée est de 1 à 2 ans et demi. Et c'est très stratégique en fait d'être associé à ce genre d'action pour l'avenir. En termes de calendrier, ce programme de travail final de 2020 a été lancé le 2 juillet dernier. Il y a eu toute une série d'infodés qui ont été menés dans différentes villes, bon, à Bruxelles, à Paris et dans différentes villes des régions de France. Vous êtes toujours les bienvenus pour nous inviter à venir présenter localement ces calls entre aujourd'hui et le mois de janvier. Nous sommes tout à fait disponibles, bien sûr, pour venir sur place vous présenter et discuter particulièrement de certains appels. Donc, il suffit de contacter le point de contact national santé, c'est une adresse générique qui relaie sur l'ensemble de notre groupe. En termes de date de dépôt, pour les calls de la DGRTD, c'est-à-dire ce que l'on va vous présenter ce matin, il y avait des calls en deux étapes, dont la première date de dépôt, donc le 24 septembre, c'est la semaine prochaine, on n'en parle pas aujourd'hui. La principale date pour tout le monde est le 7 avril 2020, avec les dossiers complets pour les deux étapes. Donc c'était seulement 3 calls, et surtout les dossiers complets pour l'ensemble des calls santé. Voilà, donc on rappelle vraiment que même si on vous présente des CSA qui n'impliquent pas des personnels de recherche proprement dits, mais plutôt des structures d'accompagnement de la recherche, ce sont des appels vraiment très stratégiques puisqu'ils préfigurent les prochains calls de la programmation Horizon Europe notamment. Je vais laisser la parole à Isabelle. Ok, donc je prends la parole pour vous présenter la priorité 1.2. Donc l'objectif de cette priorité, en fait, est d'intégrer des connaissances fondamentales et de technologies innovantes en application pratique et avec un souci de bénéfice pour les citoyens et pour les systèmes de santé, également pour les entreprises du domaine. Donc, dans cette priorité, en fait, les actions qui sont mises en place ont pour but de soutenir tous les acteurs de la chaîne d'innovation, donc dans le domaine de la recherche sur la santé et sur les soins en Europe. Donc les domaines de la recherche comprennent les nouvelles méthodes de diagnostic et aussi les nouveaux traitements innovants, y compris donc dans des nouvelles thérapies de pointe.
Il inclut également un objectif d'amélioration des méthodes, ça on va en parler un peu plus tout à l'heure, hein, des méthodes d'évaluation de la sécurité des produits chimiques et des dispositifs médicaux à haut risque. Donc ces actions, en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, se situent sur toute la chaîne d'innovation, mais doivent démontrer un potentiel d'exploitation et des avantages socio-économiques pour les patients et pour les systèmes de santé durables. Donc, ce qui veut dire que les PME doivent constituer une composante importante de ces actions et sont donc des cibles privilégiées. Et ce qui sous-entend aussi que cette priorité est complémentaire d'autres activités, d'autres instruments, comme les instruments en faveur des PME, le programme IMI, par exemple, avec des procédures accélérées d'innovation dans le domaine de la santé et du soin. Donc évidemment, l'impact clé attendu de cette priorité est de stimuler l'industrie des soins de santé pour donc une meilleure prise en charge des patients, un meilleur traitement. Voilà, donc on peut passer à la diapositive suivante, donc qui est la présentation spécifique du call BHC 11-2020. Donc comme son titre l'indique clairement, le but de cet appel, c'est de développer des méthodes alternatives à l'expérimentation animale pour l'étude de la toxicité des produits chimiques. C'est une action donc, de recherche et d'innovation, une RIA, comme c'est indiqué sur la slide. Le budget total de cette action, c'est 60 millions d'euros et ça permettra de financer 3 à 6 projets, donc à hauteur de 10 à 20 millions par projet. Voilà, avec un dépôt en une seule étape le 7 avril. Euh, En fait, cette action s'inscrit dans un contexte très à la mode, si je peux me permettre l'expression, où, il y a vraiment une question sociétale sur la fiabilité, la pertinence des études sur les animaux pour appuyer donc l'évaluation de la sécurité chimique. Et c'est des questions donc qui sont de plus en plus remises en cause d'un point de vue, à la fois d'un point de vue scientifique, mais aussi donc d'un point de vue sociétal. Donc depuis de nombreuses années, la Commission européenne s'efforce de soutenir l'élaboration et la mise en place d'approches sans animaux en matière de toxicologie et d'évaluation des risques donc de sécurité chimique. Ça reste un défi à relever en ce qui concerne la fourniture de protocoles donc sans animaux. Voilà. Donc la Commission européenne a déjà financé des projets dans cette thématique, mais les méthodes développées jusqu'à aujourd'hui en fait semblent peu adaptées pour tester des effets systémiques sur la santé et en particulier donc les méthodes sont pas forcément adaptées au cas d'exposition chronique je pense que tu as été trop vite sur les, sur les slides, Valérie. Voilà. Donc il faut que je me dépêche, c'est ça le message. Donc par conséquent, au jour d'aujourd'hui, les efforts supplémentaires donc, doivent être faits sur le développement, la validation et l'application de méthodes scientifiquement fondées qui non seulement vont réduire la dépendance à l'égard de l'expérimentation animale, mais qui vont fournir des moyens plus pertinents, plus fiables et plus rentables, enfin moins coûteux, pour la prise de décision donc, et pour soutenir la réglementation, l'innovation et la compétitivité donc, dans l'évaluation de la toxicité chimique des produits chimiques. Voilà. Donc, toc, toc, toc. Les propositions donc, qui doivent être faites doivent envisager des approches intégratives, donc qui s'appuient. Je pense que c'est sur la slide précédente, Valérie. Voilà. Pardon. C'est pas, ouais, toujours les scopes. Donc une approche intégrative
incluant donc des essais in vitro, in silico et toutes les connaissances acquises donc au niveau de la biologie humaine et des processus de toxicité. Voilà, avec, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une priorité aux problèmes systémiques et exposition chronique. Il y a afin de faciliter, d'accélérer l'harmonisation des nouvelles approches, donc ça c'est très important. Le lien avec l'industrie doit être clair et le lien avec les agences réglementaires aussi. Et d'ailleurs, donc comme j'ai indiqué en bas de cette diapositive, il y aura une interaction obligatoire entre guillemets avec le JRC, donc le Joint Research Center de la Commission européenne. Donc toutes les propositions qui seront retenues auront de toute façon à travailler avec le JRC, même si dans le projet déposé au niveau de la Commission européenne, il n'y a pas l'intervention du JRC n'est pas clairement indiquée. De toute façon, il y aura un travail en commun avec le JRC. Voilà, donc je pense que là, on peut passer à la slide suivante. Valérie, peux-tu passer à la slide suivante sur Oui, les impacts? tout à fait. Ouais. Donc, Elle passe pas? bon, les impacts sont assez clairs, hein, c'est ouais, si, ça y est. Le but donc de ce call, c'est de trouver des solutions sans animaux qui soient scientifiquement éprouvées, applicables dans la pratique et surtout facilement déployables. Donc il y a une priorité vraiment à l'application, donc selon la contribution donc aux 3 R, au principe 3 R. Donc avec euh, une priorité à la mise en place rapide de protocoles sans animaux. Voilà, je pense que tu peux passer à la suivante, Valérie. Non, Ça met ça un passe petit pas. peu de temps, mais normalement, la diapositive Voilà, suivante est donc là, je placée. vous ai mis quelques éléments de contexte. Donc, quand vous aurez la présentation en main, vous pourrez cliquer sur les liens vers ces initiatives, donc 3R, REACH et HBM4EU initiatives, donc qui sont toutes les trois des initiatives donc qui sont dans ce contexte donc de évaluation des risques chimiques, mais avec une priorité aux tests sans animaux. Voilà, je crois que j'en ai fini avec ce call et je crois que je rends la parole à Valérie. Voilà, donc je vais maintenant vous présenter le call, merci Isabelle, oui, le call HC018 qui a pour objectif le développement d'approches méthodologiques pour l'amélioration de l'investigation clinique et de l'évaluation des dispositifs médicaux à haut risque. Donc c'est vrai que les titres sont très explicites. Ici, on a une CSA, donc une action de coordination et de soutien. On aurait un ou deux projets financés sur cette ligne et la date de dépôt est le 7 avril 2020. Donc ce call en fait s'inscrit dans la nouvelle réglementation de 2017 qui va entrer en vigueur au printemps 2020 et qui rend en fait l'investigation clinique obligatoire pour les DM à haut risque et également des évaluations cliniques plus contraignantes de ces mêmes dispositifs durant toute leur vie, toute leur utilisation. Donc, les dispositifs médicaux ont des particularités qui obligent en fait à développer des méthodologies particulières pour les essais cliniques. Et la Commission européenne a constaté que effectivement le développement de nouvelles technologies médicales
comme l'intelligence artificielle, les outils de santé à distance et la combinaison de tout ça fait que finalement, il y a des nouvelles méthodes à développer pour vraiment pouvoir évaluer le bienfait de ces dispositifs. Ensuite de ça, il y a vraiment un besoin au niveau européen en fait de porter à la connaissance de tous en fait ces évolutions réglementaires parce que donc on évolue vraiment de quelque chose qui était peut-être un peu flou et pas assez défini vers quelque chose de très strict. Et ainsi, toutes les parties prenantes, que ce soit les unités d'évaluation clinique ou les académiques, les fabricants et toutes les organisations de recherche doivent être au courant en fait, de cette nouvelle réglementation afin de développer des nouveaux dispositifs qui seront testés et qui seront mis sur le marché, donc avec toutes les garanties nécessaires et obligatoires pour garantir la sécurité des individus. Donc au niveau des attendus, le call décrit vraiment très très bien ce qu'il attend. Donc développer et promouvoir des approches méthodologiques avec des modèles statistiques nouveaux et différents qui seraient adaptés donc au DM à haut risque. On voudrait que la robustesse en fait des data cliniques soit améliorée avec un meilleur suivi. Aussi une surveillance post-commercialisation. Donc comme je le disais, donc tout au long de la vie des produits, il faudrait vraiment avoir une évaluation. Donc, en termes de portée du call, on souhaite en fait des méthodes qui génèrent de nouvelles données cliniques et qui incluent également en fait des données en vie réelle, que des méthodes d'agrégation, puisqu'en fait on voit bien que maintenant les, les nouveaux dispositifs peuvent être une agglomération de différents dispositifs, si on considère l'intelligence artificielle et, et toutes les nouvelles technologies. Donc c'est important de pouvoir agréger toutes les méthodes et toutes les données et également donc on attend à ce que les propositions en fait fassent une place à l'échange de bonnes pratiques et au networking. Donc on voit bien ici qu'on a le mot and à chaque fois, donc il faut que les propositions répondent au 1, au 2 et au 3 en même temps. Donc en termes de travail, dans cette action, la Commission européenne recommande donc d'analyser les particularités, de faire une revue technique en fait de tout ce qui se fait aujourd'hui, de hiérarchiser ces approches, identifier les gaps donc pour pouvoir les proposer en fait des moyens de combler ces gaps et faire des recommandations. Ainsi que également donc permettre l'échange de bonnes pratiques, comme je le disais, le networking et en filigrane de tout ça, en fait, pouvoir constituer un pool de scientifiques experts dans l'évaluation clinique des devices à haut risque. Donc c'est un appel qui en fait est très structurant pour la Commission européenne puisqu'elle va ensuite préfigurer la manière dont les dispositifs médicaux à haut risque pourront être évalués selon des méthodes qui auront été proposées par les répondants. Donc dans les consortiums, on s'attend à avoir bien sûr des partenaires avec de l'expertise appropriée, que ce soit des académiques, des autorités de certification nationale, des centres d'expertise, etc. On intègre aussi évidemment les développeurs, que ce soit des PME ou des groupes industriels, puisque ce sont eux qui développent les dispositifs, qu'il y ait vraiment une couverture géographique de la Commission, enfin de l'Europe dans tout son ensemble, et que les aspects de genre soient abordés si nécessaire. De la même manière que pour le call précédent, on souhaite que le Joint Research Center de la Commission européenne soit
partie prenante en fait des réponses, c'est-à-dire que même si au niveau du dépôt en fait ce ne sera pas un partenaire en tant que tel, mais ensuite il y aura des échanges, des allers-retours avec ces structures pour que l'harmonisation et européenne et internationale puisse être permise. En impact, donc bien sûr des données cliniques beaucoup plus fiables et de haute qualité, une connaissance bien améliorée, que toutes les parties prenantes soient impliquées et qu'on puisse donc améliorer l'évidence sur tout ce qui est sécurité et efficacité de ces dispositifs médicaux à haut risque. En termes de contexte, donc ce nouveau règlement européen de mai 2017 qui arrive en application en 2020, donc là vous avez le lien vers le texte complet, qui est d'ailleurs traduit dans toutes les langues, donc, et en français. Autour de cette thématique, il y a eu des initiatives qui ont été déjà financées par la Commission européenne, comme par exemple le PIP, qui était un plan d'action intermédiaire. Donc il y avait un acronyme volontairement parlant, mais ça voulait dire Action Plan for Intermediate Action, au moment où il y a eu des problèmes donc, pour ces prothèses mammaires, et donc il y a eu cette action très rapide, ce joint action qui a été mis en place très rapidement pour répondre en fait à cette question. Donc en 2012, ensuite, la Commission européenne a continué à travailler dessus. Il y a eu un projet qui s'appelle Competent Authorities for Medical Devices qui a été mené donc, et qui vient de s'arrêter, enfin qui s'est arrêté en 2017. Et maintenant, de manière permanente, il y a un groupe de coordination sur les dispositifs médicaux donc, à la Commission européenne. Donc il y a le logo, derrière les logos, il y a les liens, et vous avez toute l'information sur le contexte de cette problématique. Je redonne la parole à Isabelle. Ok, donc on va parler maintenant de l'action HCO 19-20-20. Donc encore une fois, comme son nom l'indique, l'objectif de l'action est assez clair. Donc c'est une action de type CSA qui a un budget total de 2 millions, donc qui est voué à financer un, voire deux projets à hauteur de 1,5 à 2 millions. Donc ça dépendra des, des propositions faites, je suppose. Voilà, donc pour vous dire quelques mots, donc l'objectif de cette action est vraiment très clair. Il s'inscrit donc dans l'effort que poursuit la Commission européenne depuis une vingtaine d'années, donc en faveur des thérapies géniques. Thérapie génique, on entend par là réintroduction d'un gène fonctionnel chez le patient, et thérapie cellulaire, donc greffe de cellules pour réparer ou régénérer un organe chez un patient malade. Donc cet effort est notamment porté par la Société européenne pour les thérapies géniques et cellulaires, mais elle se heurte à la complexité et au coût élevé du développement des produits thérapeutiques, mais également, et ça c'est donc le but de ce call, ces nouvelles thérapies très innovantes se heurtent aussi à un défaut d'information chez le patient et chez les chercheurs. Enfin, donc il y a un objectif donc d'accroître les connaissances du plus grand nombre, donc du public, des autorités, des associations de patients, etc., sur les derniers traitements disponibles. Et, donc le but de cet appel est de développer des stratégies, des réseaux, des mesures destinées à fournir des informations objectives, complètes, actualisées et fiables sur les thérapies géniques et cellulaires. Donc le public ciblé, c'est le citoyen européen, la communauté scientifique européenne, et ceci afin d'éviter la diffusion d'idées fausses ou de traitements qui seraient pas testés, pas approuvés. Également, une communication autour du remboursement ou des différences de remboursement de
de ces nouveaux traitements. Donc ces outils d'information, donc cette action CSA, c'est bien une action de CSA d'information du public, doivent aussi inclure un aspect réglementaire, éthique, un aspect de propriété intellectuelle aussi, et doivent être adaptés au marché, avoir un caractère durable à moyen terme, donc au-delà du projet, un projet de 5 ans. Et il peut s'agir de partenariats formés avec des associations, avec des groupes de communication scientifique, des représentants d'associations patients, mais aussi des PME, des acteurs industriels, des chercheurs. Voilà, tous les acteurs au cœur de cet enjeu de communication autour de ces thérapies innovantes. Voilà, donc le challenge spécifique, hein, il est très clair, c'est de résoudre ces difficultés à atteindre les patients pour diverses raisons et de répondre donc à ces préoccupations concernant la sécurité des patients et tout ce qu'il y a autour de ces nouvelles thérapies. Donc, je veux bien que tu passes à la prochaine slide, Valérie. Donc, l'enjeu donc de cet appel, c'est de développer donc des stratégies de communication bien structurées, détaillées, pour transmettre des informations précises et à jour sur les thérapies cellulaires et génétiques et géniques. Voilà, donc le scope est très précis, donc il doit y avoir dans un souci de précision, de transparence et d'accessibilité, donc à la fois pour le patient et le citoyen européen, et à la fois donc pour le milieu, pour la communauté des chercheurs. Voilà, je crois qu'on peut passer aux impacts. Donc, bon, je me répète beaucoup hein, parce que en fait, l'objectif est vraiment très clair. L'impact attendu, c'est une clarté de communication auprès du grand public de manière objective, précise et transparente. Donc, sur les derniers développements, sur les traitements qui sont déjà disponibles sur le terrain, et tout ça donc dans le but d'éviter des fausses idées, des fausses informations, des informations contradictoires, et donc de fournir au milieu de la recherche et aux patients une source d'information de haute qualité pour faciliter donc le développement et la mise en place de ces nouveaux traitements. Voilà, évidemment avec un but d'avantage pour le patient et pour le système de santé européen. Voilà, il y a également un but et un impact attendu donc d'établissement et de renforcement de réseaux, donc entre la société et entre le grand public et le monde de la recherche, et également les autorités réglementaires nationales et européennes compétentes. Voilà, voilà, et comme j'ai déjà dit aussi tout à l'heure, l'idée est que ça dure plus que le temps du projet. Donc il y a vraiment un caractère de durabilité de l'action de communication derrière cette action. Voilà, pour revenir donc sur le contexte politique, hein, j'ai déjà aussi décrit dans les objectifs. Cette action donc s'intègre parfaitement à tous les efforts qui ont été soutenus par l'Union européenne sur l'implémentation en fait des thérapies géniques et cellulaires. Et pour cela, vous pourrez, quand vous aurez accès à la présentation, suivre le lien sur un PowerPoint qui a été mis en place par la Direction générale pour la recherche et l'innovation de la Commission européenne et qui liste les 38 projets déjà financés donc sous H2020, sous Horizon 2020,
sur cette thématique donc de la thérapie génique et cellulaire. Ah, tu as été un peu trop vite, je crois. Oui. Et donc qui liste non seulement les projets financés sous Horizon 2020, mais aussi un bon nombre de projets, je crois plus d'une cinquantaine, financés sous le précédent programme cadre FP7 et aussi plus d'une cinquantaine de projets financés sous le programme cadre encore précédent FP6. Voilà, donc pour montrer qu'il y a vraiment des efforts menés par l'Union européenne pour aller vers la mise en place de ces thérapies innovantes. Voilà pour cette diapositive. Et voilà, donc des commentaires sur les consortiums qui doivent être composés. Donc, pareil, je me répète beaucoup, j'ai déjà dit tout à l'heure, mais le consortium doit vraiment être composé d'acteurs divers. Donc, non seulement des, des spécialistes en communication scientifique, des chercheurs, les représentants des patients, de l'industrie, des cliniciens, voilà, tout ça pour donner une vue intégrée de toutes les connaissances donc sur ces nouvelles thérapies et faire donc le jour sur l'état des lieux de la recherche et de l'implémentation de la recherche au bénéfice du patient. Voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire et que je vais laisser la parole à Valérie. Oui, donc si vous avez des questions sur cette priorité 1-2, vous pouvez donc les poser par le chat éventuellement ou les réserver pour la fin de la présentation. Mais n'hésitez pas donc à utiliser ce chat pour poser vos questions au fur et à mesure. Donc là, j'en ai pas vu, aucune question n'est apparue sur cette première partie, mais rien n'empêche de les poser par écrit et nous y répondrons à la fin de la présentation. Là, je vais donc passer à la priorité 4. La priorité 4, en fait, il concerne donc l'intégration du soin, l'intégration des systèmes de soins, cette volonté qu'a la Commission européenne de faire en sorte que les soins primaires soient mieux coordonnés, donc au niveau des territoires, au niveau de l'Europe, et, et donc avec des modèles économiques qui soient plus adaptés aux réalités actuelles des sociétés qui vivent donc en Europe. Donc, en tant que cible, on avait sur le précédent call une ligne sur la santé mentale au travail. Malheureusement, on a appris qu'aucun Français ne s'était positionné sur cette ligne, ce qui est vraiment triste. Mais bon, il y en aura d'autres par le futur. Des nouvelles approches pour les soins palliatifs, la mise en œuvre de médecine personnalisée, le management des maladies chroniques, la promotion de la santé, donc au travail ou dans tous les univers. Donc c'est là qu'on retrouve beaucoup le rôle des médico-économistes avec les études de HTA, Health Technology Assessment, innovation en soins santé. Donc là, c'est vraiment des appels qui concernent la structuration de la recherche, comment on voudrait que la recherche soit structurée pour qu'elle soit plus efficace dans tout ce qui est organisation des soins, mais plus que ça, même organisation de la recherche clinique, etc. Ah, je vois des questions qui sont arrivées. Donc, combien de consortia montés sur le BHC 11? Donc, en fait, si on se réfère simplement aux données chiffrées, on a 60 millions d'euros sur la ligne pour des projets de 10 à 20 millions d'euros. Donc, on s'imagine qu'on peut avoir entre 6 et 4 en fait, projets qui seront financés sur cette ligne. Donc, Isabelle a répondu oui, effectivement par messagerie. Et sur le nombre
de projets en montage, en fait, nous, on peut pas vraiment le, le dire, enfin, parce qu'en tant que PCN, donc on est questionné par des groupes enfin, ou des entités qui viennent vers nous pour nous poser des questions sur l'adéquation entre leur idée de projet et le call référencé, mais en fait, on ne peut pas savoir ou même transmettre ces informations sur le nombre de consortia déjà en piste. Les meilleurs conseils en fait qu'on peut vous donner, c'est d'activer vos réseaux pour savoir en fait si les uns et les autres déposent des projets et utiliser ou assister enfin, au webinaire sur la recherche de partenaires que l'on a déjà donné et qu'on va redonner au niveau du PCN Santé, ainsi qu'une formation qu'on va remettre en place, une formation sur site qui permet justement de se mobiliser en termes de recherche de partenaires. Voilà, on peut en fait pas vraiment informer sur ces questions précises de qui postule à quoi, parce que ce sont des informations qui sont confidentielles d'une certaine manière. Mais en activant vos réseaux, vous pourrez rapidement, j'imagine, j'espère le savoir. J'avance sur cette priorité 4, puisque nous avons plusieurs lignes à commenter. Donc, ce BHC 37, qui est justement un pôle qui est dédié à la mise en place d'une nouvelle génération d'essais cliniques et de nouvelles méthodologies pour les essais cliniques, parce que on connaît tous en fait les essais cliniques randomisés, c'est la manière dont on fonctionne aujourd'hui, mais la Commission européenne souligne en fait qu'il y a vraiment un besoin pour de développement de nouvelles méthodologies pour les essais cliniques. Tout cela notamment pour renforcer la présence en fait des promoteurs académiques finalement dans ce dispositif, puisque voilà, l'Europe, le territoire européen est considéré comme étant moins appétant pour l'industrie en termes d'essais cliniques, puisque on va moins vite, on a peut-être on donne l'impression peut-être d'avoir des réglementations trop rigides et donc en fait d'une part les industriels vont tester leurs solutions ailleurs dans d'autres pays, ce qui induit des biais puisque les populations sont différentes et aussi on ne connaît pas vraiment en fait la fiabilité des essais ailleurs et donc il y a ce besoin là d'encourager enfin d'améliorer en fait, de proposer des améliorations de méthodologie pour les essais cliniques. Donc on sait tous que bon, les essais cliniques sont basés sur le recrutement, enfin sur les patients qui sont au cœur du dispositif, qui donnent leur consentement pour des essais. Et ça reste très complexe. La transparence ne paraît pas assez évidente. Et donc il y a vraiment besoin aussi de communication sur les essais cliniques en général et sur donc ce besoin de développer des nouvelles méthodes qui seraient plus claires pour l'extérieur, plus faciles à mettre en œuvre pour les équipes qui le font. Donc la particularité de ce call, c'est qu'il sera financé en somme forfaitaire, c'est-à-dire que la Commission européenne, lors de la convention de financement, accordera un montant de financement au consortium sélectionné. Et il n'y aura pas de reporting financier durant le projet, puisque compte tenu des work packages, des tâches qui seront présentées dans la proposition, dès lors que la Commission européenne aura signé une convention de financement pour cette équipe, enfin pour ce consortium, en fait, il fera confiance au consortium sur la capacité qu'il a eu de budgétiser en fait l'argent nécessaire pour mener à bien ses actions. Et ainsi, les financements intermédiaires interviendront par tranche en fonction de l'avancée du projet en termes de tâches, mais non pas en termes de dépenses et de reporting financier. Donc il y a eu quelques appels financiers de cette matière-là, et donc un de plus, celui-ci. C'est un modèle expérimental que la Commission européenne veut mettre en place et qui illustre bien la confiance qu'elle accorde en fait aux équipes et sur leur capacité à monter des projets pertinents qui sont budgétisés de manière
d'une manière efficace. 1 ou 2 projets financés sur cette ligne pour un budget total de 6 millions d'euros. Donc, bon, bah, tel que on le disait, en fait, l'appel est vraiment décrit dans le work programme et vous invite vraiment à suivre ligne à ligne. En fait, on vous invite vraiment à suivre ligne à ligne ce qui est demandé. Donc, de se concentrer sur des méthodologies innovantes, des solutions innovantes pour conduire des essais cliniques, des designs nouveaux et identifier des méthodes qui pourront améliorer en fait l'approche des essais cliniques et notamment pour les interventions combinées. Il y a aussi tout le problème en fait d'accès aux données. De manière générale, en fait, il faudra que l'accès aux données d'essais cliniques soit avéré dans les projets, puisque puisque sans cet accès aux données cliniques, en fait, aucun résultat ne pourrait voir le jour et la Commission européenne tient absolument à ce que tout cela soit acquis dès le début des projets. Donc, ces méthodologies en fait peuvent être appliquées à tout un tas de maladies, de pathologies diverses qui impactent fortement le public. Donc, on imagine bien sûr les maladies chroniques pourraient être un exemple en fait qui serait en fait le socle en fait d'un développement de nouvelles méthodologies pour des essais cliniques dans ce type de projet. Ensuite, les applicants, enfin les gens qui vont postuler à ces projets devront donc identifier les bonnes pratiques et voir pourquoi, enfin quels sont les écueils en fait qui empêchent l'exécution des essais cliniques. Donc tout ça, enfin, et évaluer, interpeller les aspects recrutement de patients, les aspects adhérence, les aspects compliance et gouvernance, les aspects éthiques et évidemment un aspect genre s'il est opportun et le problème du partage de données. Parce que souvent, c'est vrai, dans certains essais, en fait, c'est l'accessibilité et l'interfaçage des systèmes de données qui peut poser un problème. Donc, comme je l'ai dit précédemment, on a vraiment dans ce call l'intention de se spécialiser, enfin d'avoir l'attention sur les essais cliniques non commerciaux, c'est-à-dire à promotion académique. Ce qu'il est dit, c'est qu'en fait, l'état de l'art de ce qui se fait en termes de méthodologie d'essai clinique devra être complété avant le dépôt. Donc, on imagine bien que les acteurs qui vont se mobiliser sur ces consortiums auront une très bonne connaissance en fait de ce qui se passe aujourd'hui en termes d'essai clinique. En fait, on peut aussi se référer à des projets qui ont déjà été financés par ailleurs. Ce qu'il faut dire sur cette ligne, c'est que tout ce qui est dispositifs médicaux à haut risque, évidemment, n'est pas compris dans ce topic puisqu'il sera traité sous forme de CSA dans le HCO 2018-2020. En termes d'impact, évidemment, on voudrait améliorer en fait la pertinence et vraiment développer des nouvelles méthodologies pour les essais cliniques. En élément de contexte, vous aurez tous les liens, bien sûr, dans le PowerPoint. Tout ce qui, ben, évidemment, l'agence, l'EMEA sera partie prenante en fait de ces actions, parce que c'est un sujet qui évidemment l'intéresse énormément au niveau central européen. Il y a un projet qui s'appelle STARS qui avait été financé donc en 2018 et qui est une CSA qui vient de démarrer en fait, qui durera jusqu'à 2021. Et il est bon de se rapprocher peut-être de ce projet
Ce qui est dommage, c'est que dans ce projet, il n'y a pas d'entité française, donc, mais raison de plus, justement, pour se rapprocher des partenaires de ce projet-là, pour voir s'ils s'impliquent dans le dépôt d'une nouvelle proposition dans ces thématiques-là, et faire valoir qu'en tant que Français, on est quand même tout à fait légitime dans un nouveau projet qui pourrait se déposer autour de ces thématiques-là. Donc je vous invite à aller sur ce lien, trouver ce projet, trouver des partenaires et voir éventuellement si vous connaissez déjà des entités présentes pour travailler avec eux. Il y a un lien aussi à faire avec le Centre de prévention et de contrôle des maladies. Donc vous aurez le lien sur ce slide. Et ensuite, toutes les réglementations liées aux essais cliniques et toutes bien sûr la réglementation sur la protection des données qui entre en ligne de compte évidemment dans cet aspect. J'enchaîne directement sur le HCO 2020 qui concerne les réseaux, les ERN, les réseaux de référence européens des maladies rares. Donc, c'est pas explicité maladie rare dans le titre, pas dans le titre, mais bon, tout le monde peut-être connaît les ERN, qui sont des initiatives qui ont été montées, lancées par la DG Sanco de la Commission européenne il y a 3 ans maintenant. Donc, des réseaux se sont structurés au niveau européen sur des maladies rares. Donc, un réseau par maladie rare ou groupe de maladies rares. Cette labellisation de réseau a eu en fait aussi en préalable en fait une procédure nationale puisqu'il y a eu une désignation de centre de référence et comme une autorisation par la DGOS de pouvoir être un nœud des réseaux européens ERN. Donc aujourd'hui, il y a de nombreux établissements hospitaliers impliqués dans ces réseaux. Il y a 26 réseaux au niveau européen, 24 réseaux pardon, au niveau européen, et je pense qu'en France, on est associé à 16 au moins de ces réseaux. Pour certains, on coordonne, on est chef de file de ces réseaux-là. Donc en fait, c'est vraiment une structuration autour des maladies rares qui est très importante et qui va elle-même contribuer, enfin qui souhaite contribuer à offrir aux patients atteints de maladies rares, donc à l'échelle européenne, un environnement plus propice à la prise en charge en fait de ces maladies. Enfin, donc ici, c'est aussi une CSA, donc action de coopération et de soutien, un ou deux projets financés, un budget total de 2 millions d'euros. Mais c'est possible qu'il y ait un ou deux projets financés, à moins qu'un seul projet ou quelquefois la Commission européenne demande à ce que les projets se rejoignent. Mais il y a vraiment de la place pour tout le monde. Enfin, bien sûr, des entités qui sont déjà impliquées dans la structuration des ERN. L'idée, donc ce n'est encore pas de l'argent pour financer des projets de recherche sur les maladies rares, mais bien pour structurer les réseaux ERN. Donc on attend des équipes multidisciplinaires qui pourraient en fait appuyer ce développement. Et ce que l'on souhaite, c'est vraiment favoriser en fait cet écosystème qui se structure au niveau européen sur les maladies rares. Et donc, ce pôle pourra apporter une contribution au fonctionnement des ERN et notamment aussi au fonctionnement des registres des patients. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il est bien spécifié qu'il y aura de la place pour toutes les entités et pas seulement les parties prenantes des ERN actuelles. Donc il y a vraiment de la place pour tout le monde, même des gens qui, entre guillemets, auraient été exclus enfin, exclus ou en tout cas non partie prenante de cette première structuration en ERN.
Voilà, la Commission européenne souhaite donc des projets qui ont vraiment une représentation géographique à l'échelle européenne pour vraiment faire des réseaux qui sont représentatifs en fait de la totalité du territoire. Ce qui est important à dire, c'est qu'évidemment toute cette organisation est bien sûr en fait en phase avec l'IRDIRC, qui est le consortium international sur la recherche pour les maladies rares, que le réseau ERN, enfin les réseaux ERN déjà identifiés, bien sûr, seront partie prenante et on imagine qu'ils sont déjà en piste pour monter un projet dans ce sens-là, mais qu'il ne faut pas négliger le fait que d'autres entités puissent se raccrocher. Au niveau national, c'est quelque chose qu'il faut raccrocher à un appel à proposition en cours à la DGOS sur les plateformes d'expertise maladies rares. Donc, tout cela, en fait, alimente le terreau de structuration au niveau des réseaux de recherche sur les maladies rares, des centres d'excellence, des centres d'expertise, des centres de référence. Au niveau du financement de la recherche proprement dite, il faut rappeler dans ce contexte que le JP Maladies Rares donc avait fait un call déjà l'année dernière et un autre call sera certainement ouvert fin 2019 pour un dépôt au premier trimestre 2020. Donc vous aurez tous ces liens dans la présentation. Pour conclure simplement sur cette série de webinaires, le PCN Santé a proposé différents webinaires depuis le début septembre, donc sur toutes les priorités qui sont ouvertes au financement pour un dépôt, notamment le 7 avril prochain. Vous retrouverez tous ces webinaires et les présentations directement sur le site de Horizon 2020, le site du ministère de la Recherche. Et les webinaires seront en ligne également. Donc vous avez ici toutes les lignes et toutes les dates. Il y en a encore un cet après-midi sur des priorités de la DG Connect, donc tout ce qui est intelligence artificielle, Smart Living Environment, Digital Health and Care Solutions, donc beaucoup d'appels liés aux tickets santé. Et ce sont des lignes sur lesquelles les Français ont à vraiment s'investir, puisque apparemment on n'est pas assez présent sur ces lignes. Donc comme je le disais, tous ces webinaires seront retranscrits et accessibles sur le site du PCN Santé, donc celui-ci. Et pour toute question, vous pouvez bien sûr nous questionner au niveau de l'adresse générique du PCN Santé. Si vous avez des questions, donc par chat, nous pouvons y répondre. Alors, nous avons une question sur le BHC 11 2020, savoir si les Canadiens sont partie prenante. Parce que Isabelle, Ouais, je pense pas. J'ai relu précisément le call hier, alors je voudrais pas m'avancer, mais je pense pas qu'il le soit. Je vais quand même vérifier plus précisément pour vous répondre. Oui, dans tous les cas, si vous avez déjà une collaboration avec des partenaires canadiens, le plus simple est de poser-nous la question, on peut la référer. Donc Sophie nous dit Ouais, c'est non. ça, sauf mention explicite, et il n'y a pas mention explicite dans le call du BHC 11, donc je dirais que non. Je vais quand même revérifier. Je l'ai lu hier de façon précise, donc je m'en rappellerai si c'était le cas, mais je vous confirme par email. Alors, est-ce que on demande leur accord, les consortiums pourraient donner les noms sans pour en dire le titre du projet pour les contacter, au moins leur présenter notre profil. Donc ça, c'est une question à laquelle
il n'est pas facile de répondre. Bon, c'est vrai que oui, effectivement, si on leur demande, après c'est toujours délicat quand un concession est en montage, parce que s'il est sollicité par de nombreuses entités, ou peut-être peut-on faire le contraire, c'est-à-dire si vous êtes intéressé, enfin, on peut demander au consortium s'il peut, enfin après je préfère laisser Sophie Decamp répondre à cette question concernant la méthodologie liée à la. Ouais, bon, Sophie a déjà répondu sur la confidentialité liée au montage. On ne peut pas vraiment mettre des gens en relation, puisqu'on est au courant de plein de choses, et que beaucoup d'entités nous appellent pour nous demander des conseils, et ainsi on ne peut pas vraiment privilégier l'un ou l'autre. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Mais Oui, c'est Sophie Descamps. C'était juste pour compléter la réponse sur la recherche de partenaires. Ce que j'expliquais rapidement dans le texte, c'est que déjà, c'est pas la mission première du PCN, surtout. Euh, c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps et on n'a pas forcément les ressources pour le faire. En plus des problématiques de confidentialité, comme tu as mentionné, Valérie, la complexité pour un consortium de montage d'être potentiellement contacté par un certain nombre de partenaires. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une page recherche de partenaires sur laquelle on recense en fait tout ce qui existe sur les différentes sources en ligne de publication de recherche de partenaires et une page sur laquelle aussi on peut publier votre offre de profil et qui peut être consultée par vous. Voilà, je vous invite à utiliser cette page. J'ai mis le lien dans le chat, mais tu vas le remettre dans le slide avant de vous les envoyer. bon, s'il n'y a plus de questions, nous allons clore en fait ce webinaire, sachant que toute question ultérieure est adressée à notre adresse générique, et on sera très content de vous répondre dans les meilleurs délais. Merci pour votre participation. Donc, rendez-vous cet après-midi à 14 heures pour les personnes intéressées par le BHC, par la priorité 6. Au revoir à tous et bon dépôt de projet. Au revoir.